La MAE, numéro 1 de l'assurance scolaire, engagée aux côtés des enfants et de leurs familles pour les accompagner et les soutenir, vous propose ce podcast sur l'accès à la pornographie chez les jeunes. La pornographie est aujourd'hui très facilement accessible sur Internet. Un tiers de ses consommateurs sont mineurs. Alors nous allons essayer dans cet épisode de comprendre comment mieux protéger les enfants et adolescents de ces contenus en contrôlant leur accès aux sites web à caractère sexuel. Et pour nous aider à mieux sensibiliser les jeunes aux dangers de la pornographie et les aider à développer une sexualité saine et respectueuse, nous sommes avec Sébastien Garnero, psychologue clinicien, sexologue, psychothérapeute et hypnothérapeute. Bonjour. Bonjour. Je le disais en introduction, l'accès des enfants et des adolescents à la pornographie est facilité. Alors d'une part grâce à la multiplication des écrans et parce que les contenus sont également libres et gratuits, donc faciles d'accès sur Internet. L'exposition à ces images est de plus en plus précoce. À quel âge aujourd'hui a lieu en moyenne le premier visionnage de tels contenus ? Alors on a des chiffres évidemment puisqu'il y a eu pas mal d'études, notamment celle de l'Arcom là dernièrement. En 2023, et on s'aperçoit que c'est à peu près un âge moyen de 10 ans. 10 ans, et avec parfois des expositions accidentelles entre 8 et 10 ans, sachant que ça a augmenté quand même d'à peu près 36%, ce qui est quand même assez énorme, entre 2017 et 2023, ce qui est quand même très important comme augmentation. Alors, il faut savoir aussi que il y a un volume qui est très important, il y a à peu près un tiers des vidéos qui sont en lien avec la pornographie, alors de façon générale. C'est de pas tout contenu confondu. Voilà, ce qui est quand même assez impressionnant. Il faut savoir aussi qu'il y a à peu près 2,5 fois de plus de garçons que de filles en moyenne qui sont exposés. Et cette exposition, on s'aperçoit qu'elle est presque concomitante. Finalement, de l'âge où les enfants ont leur smartphone, par exemple maintenant, il y a un âge moyen d'à peu près 10 ans. Et donc on voit cet âge, 10 ans, et on est quasiment exposé de façon presque simultanée. Donc ce qui va nécessiter une réflexion là-dessus, puisque il n'y a pas de préparation à cette question-là, à l'exposition du numérique, à la violence, et puis à la pornographie, qui va pratiquement de soi. Et à 10 ans, des fois, c'est un âge où on n'a pas encore abordé le sujet avec certains enfants. Exactement, on n'a pas du tout abordé ce sujet-là. Alors, il faudrait presque un permis de téléphone, de smartphone, avec une intégration, de même qu'on peut faire, par exemple, des permis à points, entre guillemets, pour les plus jeunes, de piétons, de circulation et autres, de façon éducative. On pourrait aussi envisager de façon pédagogique ce type de choses pour la bonne utilisation, finalement, du téléphone, du smartphone, sachant qu'on va être exposé très rapidement finalement à cet univers et qu'il y a aussi une surexposition aux écrans puisqu'on sait à peu près maintenant qu'il y a à peu près 7 heures par jour d'exposition pour les jeunes aux smartphones, aux écrans en général, ce qui est pratiquement le temps, voire un temps plus important que ce qui passe en collège ou à l'école. Et pour terminer avec les chiffres, c'est à peu près 1 heure par mois, c'est ça, de consommation de pornographie pour les mineurs. Exactement. Mais tous mineurs confondus, donc on est de 10 à 18 ans moins un jour. Voilà, exactement, c'est à peu près 1 heure. Donc, sachant que les adultes, c'est environ 2 heures. Donc, c'est quand même très important et qu'on va avoir aussi presque un tiers des jeunes qui vont fréquenter régulièrement aussi ces sites porno. C'est conséquent. Oui, c'est sur la durée et sur la fréquence. Exactement, et ça correspond aussi à... on va dire à l'exposition un petit peu globale des technologies, à cet accès facile dont vous parliez, à cette augmentation de la bande passante, de tout cet univers où on est passé de la DSL à la fibre, etc. On peut se demander s'il n'y a pas un lien direct finalement aussi pour favoriser, parce que c'est quand même une industrie, la pornographie, et avec une stratégie aussi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui est considéré comme du contenu pornographique et ce qui ne l'est pas en fait ? Elle est où la limite ? Le curseur se place où ? D'un point de vue légal et peut-être même d'un point de vue psychologique ? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a toujours eu du mal à la définir. D'ailleurs, on peut faire référence à des proches qui nous a quittés depuis un petit moment, qui disaient on n'arrive pas à la définir, mais quand on la voit, on sait ce que c'est. Quelque part, je n'ai pas la citation exacte, mais en tout cas c'est intéressant. On peut la définir par rapport à Stoller par exemple, qui
a été un des premiers sexologues finalement qui s'est intéressé, qui était psychanalyste de formation au départ, et qui l'a défini comme, on va dire, une production industrielle quasiment, qui est liée à une excitation sexuelle. Je dis industrielle parce que c'est devenu une production de masse maintenant. La pornographie, elle a toujours existé, on va dire, sur des murs de Pompéi, on en voyait, dans le Kama Sutra, on en voyait déjà, dans toute l'Antiquité, il y avait déjà une forme de pornographie. Elle est aussi en fonction de l'évolution des mœurs, des sociétés. Ce qui était de la pornographie antérieurement n'est peut-être plus maintenant. Donc il y a vraiment aussi une question de culture et de ce qu'on va accepter en termes de normes. À titre d'exemple, par exemple, Baudelaire, Les Fleurs du Mal, c'était considéré comme pornographique ou en tout cas quelque chose d'indécent, d'obscène, alors que maintenant, on l'étudie. On l'étudie même pour passer le bac. Donc voilà, c'est pour montrer qu'il y a aussi une relativité. Mais en tout cas, en termes d'image, ce qui est intéressant, c'est que, pour en revenir à nos contenus et pour les jeunes gens, parce que c'est intéressant de voir l'aspect historique, mais aussi les contenus, il s'agit dans la pornographie de contenus très explicites. C'est explicite, suggestif, mais sexuellement, on a quelque chose qui est du visible, qui est de l'exposition, et qui est là pour provoquer une excitation sexuelle. Et donc, il y a une représentation des activités sexuelles avec différents supports, parce qu'il n'y a pas que les vidéos, il y a les images, il y a les textes, il y a l'ensemble de la pornographie qui va se décliner. On a même maintenant le recours à l'IA pour certaines formes de pornographie qui vont l'utiliser pour s'adapter finalement au marché aussi. C'est un nouveau marché qui commence aussi à arriver. Donc c'est quelque chose de très nouveau, parce qu'on en parle dans d'autres domaines. Donc multi-support avec une surexposition des organes sexuels de façon explicite ou de représentations sexuelles qui vont, alors parfois en fonction des gradations, et dans la pornographie, parce qu'il y a aussi une forme de gradation, ça va être en fonction des plateformes, parfois des éléments obscènes, dégradants, déviants aussi, par rapport à nos normes culturelles, mais aussi par rapport à la législation parfois. Et ça pose aussi un gros problème actuellement. Et effectivement, alors on ne va pas diaboliser non plus la pornographie qui, pour les adultes ou pour la population générale, a permis peut-être une forme de démocratisation peut-être de certaines pratiques. Je parle de la pornographie relativement soft, qu'on pouvait voir par exemple dans les années 80-90, qui serait considérée maintenant d'ailleurs comme un érotisme. C'est là où on voit le glissement parfois. Alors qu'effectivement, il y a une différence importante. Dans l'érotisme, il y a plus une suggestion qui est liée, on va dire, à la sexualité, à l'acte, qui est scénarisé quand même beaucoup plus, contrairement à la pornographie, où on voit tout de suite ce dont il s'agit. Et quels sont les risques d'une exposition trop précoce et ou trop fréquente à des images pornographiques pour des enfants et des adolescents? J'imagine que là aussi, il y a aussi une distinction peut-être à faire entre les deux. Oui, il y a une distinction. Déjà, l'un des premiers risques à ces contenus toxiques, on va dire, c'est que ça fait effraction dans ce qu'on appelle la psyché en termes psychologiques, c'est-à-dire l'appareil psychique des jeunes qui n'est pas préparé à ça. La pornographie, elle va contenir des éléments qui sont souvent violents, qui sont un équivalent de traumatisme. Je dis ça parce qu'on connaît bien la question du traumatisme, on en parle un peu partout. Il y a des formes de micro-traumatisme au travers des images. Il n'y a pas forcément besoin de vivre des choses pour vivre un traumatisme. Mais cette pornographie va créer des micro-traumatismes et elle va contenir des éléments qui ne peuvent pas être assimilés mentalement par la psyché de l'enfant en particulier et un peu moins de l'adolescent. Ça, c'est déjà une de premières, problématiques liées à l'exposition. Ensuite, il y en a certains qui ont développé aussi des formes d'addiction à ces images parce que ce qu'on ne comprend pas, on peut avoir tendance à le répéter. Donc une addiction, et puis une addiction dans les compulsions masturbatoires parce que chez les jeunes gens, il y a cette utilisation de la masturbation aussi liée à la pornographie. C'est pas que de regarder des images, quelque part. Alors, c'est pas pour dire qu'il y a un problème avec la masturbation. Le problème, c'est la masturbation associée à la pornographie de façon compulsive. Parce que l'onanisme ou la masturbation, c'est une activité, on va dire, qui prépare à la sexualité pour de nombreux jeunes gens, et notamment à partir de 12-13 ans, du début de la puberté. Ça va préparer ensuite à la relation à deux aussi. Donc, il ne s'agit pas de bannir la masturbation, mais de préparer l'adolescent, et donc c'est au travers aussi d'une question d'explication autour de la sexualité. Ensuite, on va voir d'autres effets négatifs. La difficulté à établir un lien entre les relations amoureuses, affectives
et la sexualité. Pour beaucoup de jeunes, il va y avoir une dissociation qui va se créer, où ils vont plus du tout associer l'amour ou les sentiments et la sexualité, comme si c'était deux choses différentes. Alors on le voit déjà dans le monde adulte, ça peut poser déjà un problème. Et est-ce que ça peut pas générer également des angoisses quant à la performance ou les futures performances qu'on pourrait atteindre, pas atteindre? Oui, alors tout à fait, parce que la pornographie, elle est basée sur la performance. Alors on montre en gros plan parfois des organes sexuels, il y a des actes qui semblent durer des heures. Alors quand on sait que le temps du rapport sexuel, c'est en général à peu près 5 à 7 minutes, on est loin du compte. Et puis qu'il y a tout un tas de mises en scène, de plans, etc. qui vont avec ça. Et effectivement, ça peut amener à des questionnements, des angoisses de performance pour les jeunes gens. Alors, est-ce que leur sexe est assez gros, suffisamment comme ci ou comme ça, sachant que les gros plans vont augmenter cet effet d'optique et cette préoccupation. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir tel ou tel rapport de cette façon-là? Et en plus, dans une sexualité qui n'est pas forcément, je dirais, ordinaire du tout, avec des performances, des positions parfois acrobatiques ou autres, qui ne correspondent pas du tout à la sexualité habituelle, et j'ai envie de dire que la plupart des personnes ont aussi. Donc il y a toute cette angoisse de performance. Est-ce que je vais avoir des érections aussi fortes? Est-ce que je vais donner du plaisir autant? Etc. Et puis aussi par rapport, on va dire, aux jeunes filles. Est-ce que je dois faire tout ça pour être quelqu'un qui correspond aux standards actuels? Et donc là, il va falloir effectivement rassurer par rapport à ça. Il y a aussi la présence de la violence, souvent liée aux images pornographiques. Exactement. Il y a aussi, en fonction des contenus, de la violence qui peut advenir. On a aussi des scènes de viol, parfois, qui sont interdites normalement, mais qui passent dans certaines plateformes. On a une violence dans les rapports de soumission-domination. Alors souvent homme-femme, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a différents types de formes de pornographie aussi et de catégories. Ça peut faciliter aussi le passage à l'acte pour certains. C'est-à-dire ces expositions fréquentes et répétées font qu'il n'y a plus tellement de distinction entre la fiction et la réalité. Et ça, plus on est jeune, on va dire, et plus on peut être confronté à ça. Et on voit parfois, ça peut arriver malheureusement, des enfants jeunes perturbés par cette dimension-là qui vont reproduire ou mimer des actes auxquels, je dirais, a priori, ils n'ont rien à voir au départ. Parce qu'il y a un principe, c'est ce qu'on ne comprend pas quand on n'est pas préparé à ça, d'un point de vue psychique, physique, eh bien on a tendance à le répéter dans le symptôme, et ça c'est tout à fait classique, malheureusement. Donc cette reproduction, parfois aussi d'images violentes, qui va avec aussi. Donc ça, c'est vraiment des risques potentiels chez la plupart des jeunes, et on va dire que plus ça commence jeune, cette exposition, et plus il y a un risque de problématiques qui peuvent se poser. Quel type justement de problématiques plus tard en grandissant? Alors, la difficulté, on va dire, de pouvoir comprendre qu'il y a une relation qui doit s'établir, que la sexualité, elle ne va pas de soi, d'avoir des pratiques sexuelles qui ne correspondent pas du tout à ce que eux souhaitent, avec la problématique du consentement aussi, parce qu'elle n'est pas du tout, je dirais, développée dans la question de la pornographie. Et puis aussi parfois une sexualité qui est uniquement dans un repli sur soi. Et là, on le voit dans les compulsions, dans les porn addicts aussi. On a déjà, dès le plus jeune âge, moi ça m'est arrivé d'avoir quelques jeunes gens qui étaient déjà porn addicts à 13-14 ans. Donc là, il y a un souci aussi qui va aussi les éloigner d'une sexualité à deux, une sexualité partagée et de quelque chose qu'on peut développer dans ses sentiments, dans ses pratiques et dans un épanouissement sexuel. Les enfants, en général, ont toujours tendance à vouloir chercher, à découvrir ce qui leur est caché, à obtenir des réponses à leurs questions, et c'est normal, surtout à l'adolescence, en matière de sexualité notamment. Est-ce qu'on peut vraiment les protéger, nos enfants, nos adolescents, de ces contenus, et comment? Est-ce que l'éducation sexuelle, aujourd'hui, elle est suffisamment présente, à la fois dans la famille, à l'école, etc. Est-ce qu'en France, l'éducation sexuelle fait vraiment partie des mœurs? Alors, bien sûr, ça commence, on va dire, à s'installer, l'idée d'une éducation sexuelle. Mais avant de développer cette question, c'est de revenir à, effectivement, cette idée que les jeunes cherchent quelque part des mauvaises réponses à des questions essentielles qui se posent. Parce
parce que quand on est préadolescent, adolescent, on est dans une forme de puberté qui s'installe, qui se développe, on a tout un tas de questionnements sur cette transformation un petit peu kafkaïenne de son corps, sur la différence des sexes, une curiosité, et on est tout entier, on va dire, tourné vers qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être un homme plus tard, qu'est-ce que c'est que d'avoir aussi une vie amoureuse, sexuelle. J'ai envie de dire, les jeunes gens, alors surtout à partir de la préadolescence, adolescence, ne pensent qu'à ça. Et donc finalement, la seule source qu'ils ont accessible facilement en 2-3 clics, c'est la pornographie. Avec toutes les visions faussées que vous venez de nous décrire. Exactement, les visions altérées, perturbantes et perturbées et déviantes parfois de la sexualité, puisque c'est essentiellement un produit pour une excitation sexuelle qui est complètement inadaptée aux jeunes gens, effectivement. Donc il y a déjà cette problématique-là. Et puis ensuite, il y a la dimension, pour revenir à votre question sur l'éducation sexuelle, d'une sexualité finalement qui n'est peut-être pas enseignée déjà de façon positive. Même pour nous. On en parle par exemple comme la pornographie qui serait mal, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. On est obligé de se dire, il y a une réponse qui n'est pas la bonne, mais quelle pourrait être la bonne ? Alors, actuellement, il y a, et ça fait depuis un moment, c'est depuis la loi Aubry, il y a 3 séances d'éducation sexuelle, normalement, qui sont prévues. Sauf que soit elles ne se font pas, pour des raisons diverses et variées, parce que aussi parfois les enseignants ne sont pas forcément formés pour ça, parce que c'est aussi un sujet sensible. On le voit actuellement, se poser la question de la sexualité, ça peut réveiller tout un tas de peurs, de fantasmes et autres chez les parents par exemple, et dans notre société, par rapport à des préconceptions culturelles, religieuses et autres. Et aussi ses propres tabous. Donc il y a ces dimensions-là. Et quand elle est enseignée, alors souvent c'est en 4e, en SVT, Sciences et Vie de la Terre, c'est souvent sur le format de la reproduction. C'est-à-dire vraiment insister sur ces questions-là, la reproduction, voire des maladies sexuellement transmissibles, ce qu'on appelle les IST, et puis il y a une sensibilisation parfois plus jeune à la lutte contre les stéréotypes, questions du genre, qui sont tout à fait essentielles, ces questions, mais qui ne sont pas forcément les questions que se posent les adolescents. Et donc quelque part, pour être dans une sexualité plus intéressante, c'est pas uniquement de lutter contre la pornographie, ou la pédocriminalité qui existe et les protéger, c'est aussi développer sur d'autres approches, c'est-à-dire la question du consentement, la question de l'épanouissement sexuel, la question des pratiques aussi, la question des premiers rapports sexuels, des transformations de leur propre corps. Donc, pour répondre finalement au mieux à leurs questions qui sont souvent diverses, variées et qui vont aussi être dans des logiques de plaisir. C'est-à-dire comment on peut obtenir du plaisir, jusqu'où on peut aller, quelles sont les limites, quel type de pratique sexuelle je pourrais avoir éventuellement, qu'est-ce qu'être amoureux aussi, parce qu'on a l'impression finalement qu'on parle beaucoup de sexualité et plus tellement d'amour. Comme si finalement la vraie révolution c'était peut-être l'amour maintenant, à notre époque, c'est plus forcément la liberté sexuelle. En fonction de leur âge, on ne peut ou on ne doit pas forcément aborder certains sujets. Est-ce que, à 9-10 ans, comment on peut aborder la chose ? À 13-14 ans peut-être différemment ? Alors déjà, effectivement, il ne s'agit pas non plus de surinformer des enfants, c'est-à-dire de faire rentrer dans la génitalité trop tôt des enfants entre 8-10 ans. On n'est pas là pour leur montrer. On est déjà dans une société qui montre suffisamment de choses, mais peut-être plus pour être dans l'explication, dans des dimensions et des questionnements qu'ils peuvent avoir. Parce qu'ils sont dans l'âge de la latence, c'est-à-dire l'âge des apprentissages fondamentaux, où on va rentrer dans comment on se construit, comment on se différencie, quelles vont être les étapes. On peut intellectualiser un petit peu déjà à cet âge-là, mais on n'est pas dans le génital à proprement dit. Donc c'est tout à fait différent et on va travailler sur la protection un petit peu, comment on peut se protéger d'images violentes par exemple. Qu'est-ce que de la pornographie et qu'est-ce qui n'en est pas ? Comment on peut s'informer sur des ressources disponibles, des webographies, des tutoriels, etc., des ouvrages aussi, qui peuvent être tout à fait intéressants. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui va se développer. Ensuite, sur la question des préados, là, on va avancer un peu plus sur la question de la génitalité, sur les changements de leur propre corps, sur la puberté, sur les relations amoureuses, sur quelque part la question du flirt, la question de comment on se rencontre, parce qu'on oublie la rencontre. On parle beaucoup de sexualité ou de pornographie ou de rapport sexuel, mais où est la relation sexuelle ou la relation amoureuse ? Parce que c'est d'abord une relation. Et c'est ça qui est tout à fait important aussi. Et cette dimension déjà. Ensuite, pour les ados, là, on va être plutôt effectivement par rapport à leurs interrogations sur
les pratiques sexuelles, sur les premiers rapports, sur le consentement, sur pouvoir se protéger, sur la question de l'orientation sexuelle aussi, parce qu'on est dans des moments d'atermoiement. On se pose beaucoup de questions sur ces dimensions-là. Et c'est toujours important de ne pas laisser non plus les enseignants tout faire. Je dis ça parce qu'à notre époque, on voudrait que les enseignants fassent tout. Ça soit les hussards de la République à tous les niveaux, de la laïcité, de la sexualité, que finalement, ils expliquent tout un tas de choses pour lesquelles ils ne sont pas toujours formés complètement. Et il faut les aider. Et quelque part aussi, mettre un tiers, c'est important, qu'il puisse y avoir des professionnels de santé qui soient aussi avec eux, peut-être mettre en place des groupes de parole pour recueillir un petit peu les questionnements, les envies, par rapport à des questions spécifiques que certains se posent, et puis aussi que les enseignants puissent participer à leur façon. Donc ça peut être tout à fait, à mon avis, intéressant, en fonction des âges, de décliner un peu cette progression. Et puis de mettre en place des fiches outils en fonction des âges. C'est pas la même chose, effectivement, qui va se produire. Un autre moyen de les protéger, peut-être, ce sont les outils de contrôle parental. Est-ce qu'ils sont vraiment utiles, bien utilisés ? Alors oui, les éléments au niveau du contrôle parental, ils sont tout à fait importants et essentiels. D'ailleurs, ils sont souvent sous-utilisés. On en parle, mais en gros, il n'y a peut-être pas la moitié des parents qui les utilisent. Donc ça, c'est tout à fait essentiel, ces filtres. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'applications, de logiciels pour protéger actuellement au niveau du contrôle parental. Et que tous les fournisseurs d'accès, ils peuvent en fournir. Ça, c'est tout à fait essentiel. Donc, en gros... Et c'est gratuit ? Alors, c'est gratuit pour la plupart, ils sont tout à fait gratuits. Et ces fournisseurs, eh bien, ils vont établir un profil. Et on va pouvoir, par exemple, dans la programmation, le mettre en place, un profil enfant ou un profil adolescent ou adulte. Effectivement, avec le profil enfant, qui est destiné en gros aux moins de 10-11 ans, le parent va sélectionner automatiquement les sites auxquels il peut avoir accès. Donc, comme une liste blanche, comme on dit. Pour le profil adolescent, l'utilisateur, là, il va avoir accès à tous les sites web, sauf ceux que les parents ont exclus. Ce qu'on pourrait appeler une liste noire. Bon, après, dans les recommandations actuelles qu'on peut faire en sexologie, c'est d'activer par défaut, en gros, le contrôle parental. Et notamment lorsqu'il y a un abonnement téléphonique pour le jeune, parce que les parents n'y pensent pas. Ils offrent un téléphone et hop, ils n'y pensent pas du tout. Sauf qu'on peut tout à fait, par défaut, maintenant le mettre en tant que tel, dès que c'est un enfant, qui ait un abonnement téléphonique qui est souscrit pour l'usage du mineur, avec, je dirais, un contrôle parental par défaut. Bon, il y a aussi Google, sans faire de promotion, mais il y a d'autres, mais c'est quand même le plus connu, qui a mis en place le Family Link, donc qui permet de contrôler le temps d'écran, qui permet de bloquer aussi certains téléchargements, de demander les autorisations aussi aux parents et de filtrer les résultats de recherche. Donc avec le Safe Search, c'est quand même pas mal, sans compter tous les logiciels qui existent, qu'il suffit de taper logiciel de blocage ou contrôle parentaux ou anti-porn, etc. Donc verrouiller, filtrer un maximum cette exposition aux images pornographiques, même si on sait qu'elle sera jamais complètement totale, parce que l'enfant, même si on le surveille, peut par exemple aller regarder sur les téléphones et tablettes de ses amis, etc. Exactement. Il faut savoir que le contrôle parental, c'est pas, je dirais, la seule solution. Heureusement. C'est comme si on mettait un verrou sur une télé et on laissait ses enfants les regarder 24 heures sur 24. Ils regarderaient tout un tas de choses, même si c'est plus ou moins verrouillé. Le vrai, je dirais, le vrai verrou, en tout cas, qui n'est pas un verrou en réalité, qui est une ouverture, c'est la compréhension, c'est le dialogue des parents aussi dans l'accompagnement de leur enfant. Et c'est ce dialogue-là qui va permettre aux jeunes de comprendre et de ne pas vouloir contourner, parce qu'on peut tout à fait contourner les systèmes de contrôle parentaux. Et les jeunes sont souvent beaucoup plus doués là-dessus que leurs propres parents. Exactement. Donc, il y a vraiment ces dimensions d'établir un dialogue et ce contrôle parental, même si c'est un filtre, eh bien, il va falloir en passer par discuter, échanger, parce que c'est pas suffisant ce contrôle parental. Alors ce dialogue, il est crucial. Plus tôt on le commence et mieux c'est, mais il y a une période qui est, on le sait, très charnière, c'est l'adolescence. Et c'est
assez délicat quand même d'aborder certains sujets avec des ados qui sont souvent très discrets, très pudiques vis-à-vis de leurs parents à ce moment-là. Comment arriver à bien aborder le sujet avec eux ? Alors, bon, déjà, c'est de conserver un dialogue et un lien, parce que souvent, ce qui peut se perdre avec l'ado, c'est ce lien-là. Et c'est aussi, alors ce détachement un peu de l'adolescent par rapport au monde de l'adulte et de ses parents, il est aussi normal, quelque part, parce que ça veut dire qu'il intègre aussi cet interdit de l'inceste. Je dis ça parce que c'est important. C'est que là, c'est possible aussi pas que dans le fantasme. C'est possible dans la réalité génitale. Et donc c'est aussi pour ça que les enfants se détachent de leurs parents et qui n'acceptent plus que leurs parents soient trop proches d'eux, dans le lien physique. C'est aussi pour s'individuer, dans une forme parfois d'opposition-construction, c'est l'âge du non aussi, mais dans ce moment-là, qui est un moment de diffusion parentale, d'individuation, c'est important de conserver ce lien autour d'une sexualité. Alors, et c'est là où il y a une nuance. On doit effectivement en parler, dialoguer avec eux, mais pas être trop intrusif, parce que c'est aussi leur espace, c'est aussi leur espace d'intimité personnelle. Donc c'est d'établir ces liens de façon, je dirais, un peu diplomatique, où on va tendre des perches, on va voir où on peut aller, comment on peut dialoguer, où on va peut-être proposer des outils de façon indirecte. Vous voyez ? Donc, on peut prendre cette initiative d'un dialogue, mais c'est important et primordial de passer par cet échange et de voir jusqu'où lui il veut aller et jusqu'où on peut aller nous aussi. Et je dis ça, c'est bien pour ça que c'est très important aussi d'avoir des tiers ressources. Des tiers qui peuvent être des ressources webographiques, des livres, mais qui peuvent être aussi des tiers professionnels. Moi, ça m'est arrivé dans ma pratique où des parents, je dirais, on va dire, m'adressent leur enfant pour des questions où ils se sentent un peu embarrassés, parce qu'on est toujours embarrassé par rapport à la sexualité de son ado. Est-ce que c'est de notre sexualité dont on va parler, parce qu'on en parle un peu finalement sans en parler, de la leur? Est-ce qu'on va pas trop les précipiter là-dedans, ou au contraire, ou est-ce qu'on est trop dans quelque chose d'une parole un peu trop chaste, ou trop éloignée de leur réalité? Donc c'est tout à fait important qu'ils puissent avoir aussi des tiers, des personnes ressources qui vont les aider dans ces éclairages. Et il y a maintenant des livres sur la sexo adaptés aux ados. Il y en a quantité, on pourra d'ailleurs en citer quelques-uns, ou en tout cas pouvoir les mettre dans les banques de données un petit peu pour les parents ou les personnes qui sont intéressées. Très souvent dans la pornographie, on voit des rapports sexuels non protégés. Ça aussi, c'est une manière de rentrer comme une forme d'habitude, une forme de représentation d'un acte sexuel qui peut conduire là à d'autres problèmes de santé notamment. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une augmentation des IST de plus en plus importante ces dernières années. Bon, alors qui est liée à la prévention aussi, qui a eu à un moment donné, notamment de la PrEP, pour éviter la transmission du VIH. Et donc, dans certains milieux, il y a effectivement plus tellement de précautions, malheureusement. Il y a aussi cette représentation dont vous parliez, là, sur la pornographie, où rares sont les catégories de pornographie où il y a des préservatifs ou des moyens de contraception, entre guillemets, bien identifiés qui permettent de se protéger par rapport aux IST. Alors effectivement, ça a tendance à modéliser la représentation qu'on a de la sexualité. Et quand on la voit alors à une fréquence en plus de plus en plus importante, eh bien on s'habitue à cette représentation, on se dit mais pourquoi moi je mettrais finalement des préservatifs? Et là c'est tout à fait important de pouvoir rappeler aussi que pour les jeunes, il y a aussi cette prévention qu'est le préservatif en tant que tel, qui va préserver leur santé et qui va leur permettre de pouvoir avoir des rapports sexuels de façon complètement protégée. Et c'est là où on voit qu'il y a une image faussée, effectivement, dans la pornographie en tant que telle. Parce que il y a cette idée peut-être de montrer le sexe tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gros plans. Est-ce qu'il existe une pornographie qui serait souhaitable, qui serait saine pour, alors pas pour les enfants évidemment, mais peut-être pour des adolescents déjà un peu âgés? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il peut y avoir aussi des avantages, des qualités, des intérêts à la pornographie? Alors, il y a une pornographie un peu plus... Une pornographie pédagogique, ça existe, ça? Ça n'existe pas vraiment en tant que tel, parce que associer pornographie et pédagogie, ça va pas tellement ensemble, d'une certaine façon. Mais
il y a une forme d'érotisation, d'érotisme qui est pédagogique aussi. Il y a des tutoriels qui peuvent exister et autres. Et il y a aussi une tentative chez certains éditeurs de pornographie, d'une pornographie qui soit un peu plus soft, qui soit plus respectueuse finalement des personnes. Et notamment de la femme, on le voit avec plus de réalisatrices féminines, etc. Exactement, et notamment de la femme, avec, je dirais, une scénarisation différente qui peut être intéressante. Donc, il peut y avoir des supports éventuellement, mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc, j'ai pas envie de conseiller d'aller vers de la pornographie parce que pour l'instant, ça reste aussi très marketé tout ça. Et on n'est pas encore vraiment dans une pédagogie. Alors, et d'ailleurs, c'est là où il faut faire attention, c'est que quand on parle de tutoriel, il y a aussi, on va dire, l'industrie de la pornographie qui a devancé finalement cette question-là, qui crée elle-même des formes de tutoriels pornographiques et autres. Parfois, on s'aperçoit que, comme c'est une industrie qui est quand même très en pointe, elle a de l'avance aussi. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles. Hier, le 18 octobre, je ne sais pas si je peux le dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un arrêté au niveau de la Cour de cassation qui montre que maintenant, les associations, par exemple pour l'enfance, ou les fondations, peuvent directement porter plainte ou en tout cas émettre des réserves pour bloquer certains sites. De même qu'il y a une application sur les lois numériques qui est en marche, avec toutes les difficultés qu'il y a eu, notamment pour pouvoir déterminer quel est l'âge de l'internaute. Parce que là, jusqu'à présent, il suffit simplement de mettre qu'on a plus de 18 ans et n'importe qui peut avoir accès à ces contenus, sauf si on met un contrôle parental, sauf si on met en place tout ce qu'on a dit, les logiciels et autres. Mais il faudrait qu'à la source, il puisse y avoir cette possibilité-là. Merci Sébastien Garnero pour tous ces conseils. Merci de nous avoir expliqué comment les impacts des images pornographiques peuvent toucher les enfants et les adolescents et comment mieux les protéger également. Retrouvez toutes nos ressources prévention famille et enseignants sur mae.fr.